Ah, la jalousie. Je pense que tout le monde y a déjà été confronté, que ce soit en amour ou en amitié. Mais d'où vient ce problème de jalousie et comment faire pour le régler? Et puis, est-ce que c'est sain? Pour moi, c'est comme les périodes de crise. Qui n'en a jamais entendu parler? Tu sais, celle que les gens essayent de régler en ayant un enfant, en achetant un appartement ou en se mariant. Et est-ce que ça renforce vraiment? Si ce sont des sujets qui te parlent, je t'invite vraiment à rester. Parce que dans cet épisode, Gauthier, mon copain, et moi, on te partage justement notre histoire, notre expérience et les épreuves qu'on a dû surmonter, qu'on surmonte encore, par rapport justement à toutes ces différentes questions. Alors, bonne écoute! Moi, c'est Julia. Et mon but dans la vie, c'est d'y trouver du sens. De profiter chaque jour, d'être inspirée, d'oser et de m'émerveiller. J'adore voyager, parler d'amour, de sexe, de philo, de psycho, d'entrepreneuriat et de dev perso. Et tout ça avec le cœur, de moi à toi ou avec des copains. Alors installe-toi comme moi, avec une soupe, et oui, pas de café latte pour moi, et prends un moment pour toi. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Hello tout le monde. Eh bien, nous revoilà pour un troisième podcast ensemble. J'ai vu que le deuxième podcast vous a beaucoup plu, donc on s'est dit qu'on allait en faire un troisième sur les sujets dont on avait un tout petit peu parlé à la fin, en tout cas que je vous avais présenté. Aussi, il y a eu une sorte d'illumination par rapport à ce que la jalousie, ça voulait dire pour lui. Et je sais que la jalousie, c'est quelque chose qui est présent dans pas mal de couples. On m'a déjà posé pas mal de questions par rapport à comment est-ce que nous, on gérait ça. Et voilà, je vais d'abord laisser Gauthier parler de sa définition ou de ce qu'il a trouvé. Et après, on continuera à en discuter. Bah, salut tout le monde, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que ça va bien. Moi, je me sens super bien, je sais pas, je suis trop content de refaire un podcast avec Julia. Et je sais pas, je me sens bien là en ce moment, il fait beau dehors, c'est cool. Et oui, mais je me souviens qu'en fait, dans le dernier podcast qu'on avait fait, du coup, on avait parlé, j'avais donné l'exemple de ma relation quand j'avais 16 ans en secondaire. Et j'avais parlé un peu de bah, voilà, c'était lié au fait de s'aimer soi-même et d'aimer les autres, et du fait que, bah, là, pour le coup, elle s'aimait pas trop et qu'elle avait un gros problème de confiance en elle, mais que ce problème de confiance en elle, lui faisait avoir des comportements, assez difficiles à gérer au quotidien, de la jalousie et le besoin d'être rassurée en permanence et ça commençait à être assez toxique. Enfin moi pour moi, la jalousie, c'est quand même le poison, un poison dans un couple. Hem, mais voilà et on en discutait avec Julia et Ouais. Si c'est à trop forte dose, parce que pour moi, c'est normal qu'il y ait un peu de jalousie. oui, évidemment, mais encore une fois, hein, moi je prône sachez une chose, c'est que moi, Gauthier, je prône la nuance en permanence. Je suis jamais dans un extrême ou dans un autre ou en train de dire que tout est blanc ou tout est noir. Ou si tu l'es, tu peux Heu entendre que et c'est même oui et faux. même ouais, c'est ça et même si des fois j'ai un côté très, voilà, j'ai une conviction très profonde, je peux entendre que d'autres personnes n'aient pas cette conviction-là. Donc il y a aucun problème avec ça. Mais oui, effectivement, la jalousie à trop forte dose, c'est un poison. Hem, mais j'aimerais bien qu'on d'ailleurs on il y ait un autre mot que jalousie pour la jalousie dont toi tu parles. Cette jalousie où juste, parfois tu es un petit peu possessif, tu as un peu envie d'avoir la personne pour toi, ou tu pas que une fille ou un mec regarde ton partenaire, ce genre de petites choses un peu anodines, mais qui n'auront pas de Ouais. grosses influences Moi, c'est de la négatives. jalousie. C'est de la jalousie, mais c'est pas la jalousie, néfaste dont moi je vais Ça parler là dépend maintenant. à quel point tu pousses ces trucs-là. Mais oui, encore une fois, c'est une question de dosage et une question de nuance, mais Ça dépend de plein de choses, ça dépend de la société dans laquelle tu vis, de la culture, de la conception du couple qui existe déjà, de si tu un couple exclusif ou pas, enfin de plein de choses. Donc ouais. d'abord parle de ta conception de la jalousie. Ça veut dire, Gauthier, j'ai fait 45 cours sur le sujet, je connais mieux que Non, toi. pas du tout. Non, mais Pas tu du veux qu'on tout. se dispute en fait, c'est ça? Dans le Allez, podcast fais là, ton tu truc. Non, mais en gros, donc voilà, je parlais un peu dans ces podcasts de ma relation et en fait, on en discutait avec Julia après coup
Et comme souvent, je sais pas si vous c'est le cas, mais comme souvent, en fait, parler, c'est une super belle manière de cristalliser ce que vous pensez et votre avis sur un sujet ou les réflexions que vous vous faites. C'est vraiment passionnant et souvent, quand on discute avec mes amis ou quand je discute avec Julia, c'est en discutant que je construis un opinion qui peut changer par la suite, hein, évidemment, mais que je construis mon opinion ou que je me rends compte moi-même de certaines valeurs que j'ai ou de certains principes que j'ai. Donc voilà, et on en discutait avec Julia et ben, à un moment donné, en fait, je sais pas, j'ai eu l'impression d'y voir beaucoup plus clair sur mon expérience de la jalousie. Et en fait, j'ai l'impression que voilà, la jalousie, c'est quelque chose qui peut arriver très vite dans un couple et qui peut vraiment aller s'immiscer dans n'importe quelle petite défaillance, insécurité, blessure, faiblesse. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'œil de près et observer et être attentif à ça parce que une fois que la jalousie est là, elle peut très vite grossir et ça peut très vite devenir, comme on le disait juste avant, néfaste. Et j'ai l'impression que pour moi, il y a vraiment 2 manières, en général, dans un couple, de gérer, cette jalousie qui devient néfaste. Voilà, dans le couple, il y a vraiment, d'un côté, les personnes qui vont, essayer d'œuvrer et d'apprendre à créer une confiance mutuelle à 2. Mais tu as aussi, des personnes qui vont pas choisir d'œuvrer à 2 pour créer cette confiance et qui, du coup, vont essayer d'œuvrer tout seuls pour installer un contrôle, vis-à-vis de l'autre, un contrôle sur l'autre. Et souvent, ce contrôle-là, une fois qu'il s'est installé, même un aussi petit soit-il, hem, aura tendance qu'à grossir et qu'à s'accentuer avec le temps. Et souvent, quand on voit ne serait-ce qu'un tout petit peu de jalousie mal gérée ou des réactions de contrôle qui s'installent, même si elles sont anodines au début, je pourrais presque mettre ma main au feu que, dans quelques mois ou dans quelques années, ce petit contrôle anodin sera transformé en un contrôle insoutenable pour le partenaire et en une vie de couple complètement, complètement détruite, par ce contrôle, permanent et en fait, c'est logique qu'on ait réfléchi que ce contrôle l'agrandisse parce que ce contrôle, c'est juste une réaction, face à l'insécurité, face à la peur et c'est une réaction qui ne soigne rien, qui ne résout rien et qui n'apporte rien. On soigne pas le fond du problème. J'ai peur que ma copine, ait un amant, bah, au lieu d'aller chercher le fond du problème et d'aller dire: «OK», d'aller vraiment travailler sur notre relation, sur notre confiance, sur comment est-ce qu'on se sent dans notre relation à ce moment-là, bah, on va dire: «OK, c'est pas grave, après 22 heures, je préfère pas que tu sortes. Parce que je me sens pas bien, parce que» et là, on peut même tomber après dans des schémas très toxiques, de manipulation, qui sont encore pires que Mm. simplement un peu trop de jalousie. Je veux pas Donc que tu t'habilles de telle manière ou je sais pas quoi. voilà, je veux pas que tu t'habilles de telle manière, «Oh ce mec-là, même si c'est ton collègue, tu pas obligé d'aller, à ce team building». Donc non, c'est vraiment, voilà, ça peut très vite déraper, hem et en fait, on ne fait qu'éteindre des feux, en permanence, en fait. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura une occasion pour l'autre, pour le partenaire, de sociabiliser, de sortir, de s'amuser, De vivre. de vivre, tout simplement, on sera obligé d'être là, dans la peur, dans le stress, dans le contrôle, dans la répression de l'autre, mais ça soigne jamais le fond du problème. Donc voilà, moi, c'est vraiment voilà, une vision que j'ai de la jalousie, mais j'ai aucun problème à ce que de temps en temps, Julia, n'aime pas que les films regardent ou que même moi, des fois, voilà, j'ai envie de la garder pour moi. Il y a toujours ce petit côté un peu jaloux et je pense même que c'est signe de bonne santé aussi dans un couple et de désir de l'autre. Et en Donc, vrai, en général, j'aime bien. Les gens te regardent parce que c'est moi qui suis à côté de toi. bon, ça aussi, effectivement, c'est flatteur, voilà. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que toi t'en penses, même Julia, de ce que je viens de dire. Mais voilà, c'est un peu une illumination que j'ai eue et une réflexion que je me suis faite quand on discutait tous les deux. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est trop bien dit. Je sais pas si toi t'as déjà eu, c'est marrant, tiens, on a déjà beaucoup parlé, mais est-ce que t'as déjà eu des situations de jalousie dans tes relations précédentes? Ou même dans tes relations amicales, en fait. Mais c'est vrai que là, on parle de couple, mais en soi, la jalousie, c'est... Ah oui, oui, ah oui, dans mes relations, ma relation précédente de couple, euh, oui, je me rappelle déjà que quand je sortais quelque part ou si je m'habillais d'une telle manière, ça plaisait pas. Et moi, une de mes valeurs les plus importantes,
c'est la liberté et ça n'allait pas du tout avec moi. Ça m'a pas plu du tout et je comprenais pas. Pour moi, je dois pouvoir faire ce que je veux, entre guillemets. Donc oui, j'ai déjà connu ça et c'était pas une relation qui était très saine. Et dans mes amitiés, oui, il y en a une en particulier que j'ai bien connue en secondaire. Euh, Aussi, durant la récréation, j'allais vers un autre groupe d'amis si j'allais organiser une activité avec une autre amie que cette personne-là. Ça ne lui plaisait pas du tout, ça allait être tirer la tête, ne pas parler, se fermer, très fort aussi mettre les personnes les unes contre les autres. Ça, c'était clairement une relation d'amitié très toxique à laquelle j'ai eu beaucoup de mal de mettre fin parce que j'avais toujours ce côté-là de bienveillance et de voir le bien en tout le monde et que pour moi, bah, si quelqu'un réagit d'une telle manière, c'est parce qu'il se sent pas bien avec lui-même et qu'il a beaucoup d'insécurité. Et c'est très bien de se rendre compte de ça, sauf qu'à un moment, ça a commencé vraiment à être très très lourd pour moi parce que ça faisait plus de 5 ans que j'étais amie avec cette personne-là et donc ça commençait à être trop lourd. Je pense que quand on sent que ce sentiment-là de jalousie commence à être trop pesant, c'est que la relation commence à être trop lourde, voire toxique. Pour soi, je pense d'ailleurs que à ce moment-là, je disais que cette personne-là était toxique. Je ne sais pas si cette personne-là est toxique et je ne sais pas si c'est une bonne chose de dire qu'une personne est toxique. Pour moi, c'est plutôt la relation qui est toxique et qui est malsaine. Après, bien sûr que parfois on peut tomber sur des personnes qui ont des problèmes pathologiques, etc. Donc voilà, mais c'est vrai que oui, ça j'ai déjà connu et c'était très très lourd, c'était très difficile parce que du coup, ben, j'osais pas aller parler avec c'est tout un groupe d'amis. Un autre groupe d'amis n'osait pas aller parler avec d'autres personnes en récréation pour pas blesser cette personne-là. Au final, personne se sentait bien. Nous, on était frustrés, on n'était pas contentes. Et elle, ça n'a jamais résolu en fait son problème de confiance en elle. Ça, en fait, ça a été comme ça pendant des années. Et j'espère pour elle que ça va mieux maintenant à ce niveau-là. Mais c'était la même chose dans son couple. Enfin, c'était assez compliqué, oui. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que du coup ça fait de nouveau écho aussi à l'exemple que j'avais donné et à ce dont on parlait avant du fait de s'aimer soi-même pour aimer les autres et du fait que bah oui souvent, pas toujours, mais souvent quand il y a de la jalousie, ça en dit long sur la personne qui est jalouse, ça en dit long sur elle, sur sa confiance en elle, sur son propre amour-propre, sur sa manière de gérer le stress, les conflits, sa manière de faire confiance. Enfin, c'est super intéressant. Maintenant, encore une fois, comme on le disait juste avant, nuance, hein, il y a aussi vraiment des gens, malheureusement, qui trompent leur partenaire ou qui font des choses qui étaient pas acceptées de base dans le couple ou qui étaient pas déterminées comme acceptables dans le couple. Parce qu'encore une fois, il y a des couples même qui sont très libertins ou des gens qui sont dans le polyamour où ça, c'est vraiment ton domaine. Mais je suis certain que même dans ces dynamiques-là relationnelles, dans ces groupes, dans ces relations amoureuses-là, il y a un cadre de référence qui est établi, et si jamais ce cadre-là est brisé, ben, c'est autant un sentiment de trahison que dans une relation plus conventionnelle ou générale, comme je pourrais mettre entre guillemets, Traditionnel du couple. traditionnelle du Qui couple. rentre dans les normes de la société, qui est un couple de personnes hétérosexuelles et exclusif. Voilà, exactement. Ouais, tu l'as très bien dit. J'avais pas les termes comme ça, mais voilà. Et du coup, oui, enfin, forcément que si jamais il y a vraiment tromperie ou qu'il y a vraiment quelque chose, bah là, voilà, malheureusement, La c'est confiance encore, la a été confiance a été brisée brisée, oui. et chacun a sa manière aussi de gérer la situation. Mais dans les cas où souvent il y a de la jalousie et où il n'y a pas lieu d'être autant jaloux, ben c'est souvent significatif sur la personne qui est jalouse de son niveau de confiance en elle, son niveau d'amour-propre, son niveau de confiance aussi envers le monde en général. Enfin, c'est super révélateur en fait. Mhm. Et je pense qu'on peut en découler sur les red flags, parce qu'on parle justement de relations toxiques, de jalousie, etc. Pour moi, la jalousie, c'est quelque chose qui est normal et qui est sain une certaine mesure, en fait, dans un couple, surtout ben, dans le couple que je disais avant, qui rentre dans les normes exclusives, etc. Forcément que si on est dans un couple exclusif, le fait
de pouvoir imaginer que son partenaire euh, plaise à quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre lui plaise, bah, ça rentre pas dans le cadre que nous on a. Mais oui, qu'est-ce que je veux dire? Et je vois beaucoup de personnes autour de moi, particulièrement des filles, parce que c'est avec les filles que j'ai ces discussions-là, mais qui parlent des red flags et qui me posent la question, et qui posent la question à d'autres filles, est-ce que si mon copain fait ça, est-ce que c'est un red flag? Est-ce que si il porte des chaussettes quand on fait l'amour, est-ce que c'est un red flag? Mais ça vraiment, ça part dans tous les sens, et je trouve que, en tout cas, moi, de ma conception que j'ai des red flags, Heu, enfin, on en arrive un petit peu à tout et n'importe quoi. Pour moi, en tout cas, un red flag, ça va être quelque chose vraiment qui va relever d'une relation, vraiment, oui, bah, toxique. On a affaire à un manipulateur, à un pervers narcissique, à un profil, pathologique. Pour moi, c'est ça, en fait, un red flag, et c'est pas une question de préférence, parce que, par exemple, oui, pour moi, le fait que Gauthier soit, imaginons, quelqu'un, qui adore, le monde de la nuit, qui adore sortir, tous les soirs, aller, tout le temps en boîte de nuit, boire et cetera. Bah, peut-être que pour moi, oui, ça va être un red flag parce que c'est pas dans ma vision de la vie, c'est pas comme ça que je veux vivre ma vie, et que donc pour moi, nos 2 styles de vie ne sont pas compatibles et que donc, bah, ça va être très compliqué pour nous de faire un couple, en fait, de former un couple. Mais c'est pas un red flag en tant que tel, hem et c'est pas, au travers de ça que du coup je vais pouvoir dire que ouais, bah, Gauthier en fait c'est une personne toxique, et cetera et cetera. Je sais pas trop ce que tu Ouais. penses de ça, mais Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Et en plus de ça, il y a les red flags. Red flag, typiquement une femme qui se fait battre, ou les violences conjugales, mmh ou la manipulation perverse, ou le chantage, toutes ces choses qui détruisent et nuisent directement à votre intégrité physique ou mentale, en fait. Ça, c'est des red flags. Enfin, mon Après pour opinion, c'est que pour moi, c'est un red flag. Euh, après ça veut pas dire que les autres red flags que toi tu définis, ne nuisent pas à ta santé, c'est pas ça. Non, non, bien sûr que non, mais en fait, ce que j'aime pas, c'est que j'ai l'impression aussi que souvent, par exemple, reprenons ton exemple, où tu dis, ben voilà, imaginons que Gauthier aime bien tout ce qui est le monde de la nuit, qu'il aime bien boire, qu'il aime bien profiter, qu'il voit toujours 36 000 personnes, des filles, des mecs, en soirée, en boîte de nuit, etc. Mais en fait, je pense que les red flags, sont des red flags pour certaines personnes, ne le sont pas pour d'autres, mais souvent, quand on peut les interpréter, pour moi, ça perd un peu son sens de parler de red flag, dans le sens où, imaginons que, voilà, moi, on reprend ton exemple, j'aime beaucoup aller en boîte de nuit, je fais la fête, j'adore ça, je le fais souvent, et je rentre super tard le soir et je rencontre plein de filles, plein de mecs dans tous les sens. En fait, certaines personnes qui vont dire c'est un red flag, elles vont pas dire c'est un red flag parce que c'est mal en soi de faire ça. Elles vont dire que c'est un red flag parce qu'elles interprètent ce que ça veut dire de moi. Elles interprètent que si jamais je sors beaucoup, que j'adore faire la teuf, je suis pas sérieux, je délaisse ma copine et je vais être très 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 susceptible de la tromper ou de faire des bêtises dans la boîte avec d'autres filles ou avec d'autres mecs. Qui est possible. Ce qui est évidemment possible, quand tu sors beaucoup et que tu as le caractère qui va avec. Mais voilà, c'est une généralité, c'est une généralisation et c'est une interprétation. Mais en fait, à côté de ça, tu pourrais avoir la personne qui adore faire la fête et qui adore sa femme ou qui adore son mec et qui ne va jamais rien faire. Et dans la situation juste à côté, chez les voisins, avoir un couple où le mari ne sort jamais, travaille à la banque tous les jours de 8 heures du matin à 18 heures, mais entre 18 heures et 18h30, fait un petit détour chez son amante et fait 10 fois pire que la personne qui va en boîte de nuit. Mais encore une fois, on est sur de l'interprétation. Les chaussettes, typiquement dans le lit, c'est on associe une personne qui a un certain comportement à toute une série de caractères physiques ou mentaux ou caractériels, et on établit une généralité, on établit un red flag, et moi je trouve ça complètement stupide. D'ailleurs, pour les personnes qui sont déjà en couple ou les personnes qui vont être en couple, vous pouvez certainement dire, ou vous pourrez certainement dire, que chez la personne dont vous êtes tombé amoureuse, vous avez accepté des choses, vous avez appris à aimer des choses ou des défauts
que vous ne pensiez pas capable d'accepter ou d'aimer avant de la rencontrer. Et ça, c'est typiquement le pouvoir de l'amour et c'est typiquement l'argument qui, pour moi, fait tomber un peu cette idée de red flag. Oh, il met des chaussettes quand il fait l'amour. Bah oui, peut-être, mais peut-être qu'en fait, il fait l'amour comme un dieu et que finalement, ça change pas grand-chose d'avoir des chaussettes au lit. Voilà. Je ne mets pas de chaussettes, mais je pourrais et ça me dérangerait pas. Par contre, pour moi, c'est quand même important de rappeler que c'est normal d'avoir un cadre de référence ou de choses qui sont acceptables ou non pour soi. Mais après, alors ça va être des red flags personnels ou pour moi, alors il faut pas mettre ce mot-là de red flag. Moi, je sais que juste avant de rencontrer Gauthier, je me disais que si je rencontrais un garçon, je voulais qu'il n'y ait pas ça ou qu'est-ce que je peux dire? Que ce soit justement un garçon qui boive pas beaucoup, qui ait la même conception que moi de la famille, etc., etc., en fait. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Gauthier, j'avais peur qu'il ne corresponde pas à toutes ces envies-là que j'avais, qui étaient en fait juste, qui faisaient référence à des valeurs qui étaient super importantes pour moi dans ma vie. Du coup, ça faisait plutôt référence à des valeurs que j'avais. Et donc, quand j'ai rencontré Gauthier et quand on a commencé à discuter, ce sont des choses auxquelles j'ai fait très attention. Mais c'est vrai que c'est pas parce que, par exemple, ben lui, il avait une autre conception de la fête que moi, que j'allais me dire, oh, ça, c'est un red flag. Non, oui, peut-être pour moi, personnellement, ça correspond pas à mon cadre de valeurs. Mais pour moi, c'est pas un red flag et c'est pas en posant la question à 15 000 filles que je vais pouvoir me faire mon avis parce qu'en fait, on a toutes des valeurs différentes, on a toutes des modèles de vie qui sont complètement différents. Donc voilà, et les exemples que Gauthier donnait avant par rapport à l'interprétation, bah, à nouveau, ça me fait penser à ben, moi, quand j'ai rencontré Gauthier. J'ai été voir son profil Instagram et j'ai vu que c'était un garçon qui était beau, qui aimait bien poser, qui avait l'air d'avoir confiance en lui, et ça se voit en fait quand je parlais avec lui. Euh, c'est vrai que la première chose que j'ai fait, justement, c'était d'interpréter. Et je me suis dit que, bon, avant d'avoir discuté avec lui, parce que après 5 minutes, je me suis rendu compte que ça n'avait pas l'air d'être le cas, mais avec toutes ces choses-là, je me suis dit que ah, c'était d'office un mec à meuf. Lui, d'office, c'était un mec qui devait aimer jouer avec les filles, qui savait qu'il plaisait, qui devait avoir eu 36 000 copines, qui devait passer d'une fille à gauche à droite. Ça faisait référence en fait juste à des peurs que moi j'avais, je pense, à plein d'idées aussi que j'ai entendues beaucoup autour de moi, qu'il faut toujours se méfier d'un mec qui est beau, qui est trop beau, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. J'avais une vraie peur de ça, aussi du fait que du coup il ne puisse pas m'aimer. Et finalement, bah, c'est quelque chose que j'ai construit en discutant avec lui tout de suite. Mais comme quoi, c'est pas parce qu'on vous raconte là à nouveau tout ce qu'on vous raconte que nous, on est parfait dans tout ce qu'on fait. Et c'est juste qu'à nouveau, je pense que c'est important d'en discuter et d'en prendre conscience. Ouais, complètement. Et, euh, et j'aime bien ce que tu as dit à propos des valeurs. J'ai l'impression que un red flag, s'il devait y avoir des red flags, ce serait beaucoup plus en rapport avec nos valeurs, plus qu'avec des chaussettes ou avec un style vestimentaire. J'ai l'impression que sur le long terme, partager sa vie avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs, c'est impossible. Partager sa vie avec quelqu'un qui aime bien mettre des pulls que toi tu trouves moches au possible, ça peut encore fonctionner. Et Pas, parfois, tu peux apprendre à aimer ces pulls super moches. voilà. Mais après, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, dans le sens où on a tous le droit d'avoir nos critères. Et en soi, si vous ne pouvez absolument pas sortir avec quelqu'un qui met un tel style vestimentaire, c'est ok. Chacun ses goûts, chacun ses priorités, chacun ses besoins. Et en fait, c'est justement là où je trouve que du coup, les red flags, il y en a, mais un red flag, c'est personnel. Et c'est peut-être la seule chose que je voudrais dire pour terminer, c'est que du coup, ben, un red flag en soi, je trouve pas ça ridicule. Il y en a pour tout le monde a des red flags. Par contre, aller imposer sa vision des choses aux autres, ou alors aller demander sur un groupe Facebook, oh les gars, au fait, un mec qui fait ça, est-ce que c'est red flag? Pour moi, ça a peut-être un petit peu moins de sens. Euh, Faites demandez peut-être à vos amis qui ont peut-être plus les mêmes, qui vous connaissent, qui ont les mêmes peut-être valeurs que vous, le même plutôt style de vie que vous, ou à des personnes qui vous connaissent, ou juste en expliquant en fait ce qui est important pour vous.
Ça, peut-être que ça peut être, je pense, plus pertinent parce qu'en plus, sinon, après, on se perd avec tous les avis qu'on a, on sait même plus ce qui est bon, ce qui est pas bon, etc. Et Mmh. je pense que c'est pas quelque chose de porteur. Ouais, je suis d'accord. Sinon, par rapport à la jalousie, je sais qu'on m'a déjà posé la question de comment est-ce que nous deux, on gérait la jalousie. Et c'est vrai que je pense qu'on n'a jamais eu de très gros problèmes par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'au début de notre relation, mais comme je vous expliquais, moi j'avais un petit peu peur par rapport à Gauthier. Plus c'est quelqu'un qui s'entend très bien avec tout type de personnes et il avait plein d'amis du sexe féminin. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me faisait un peu peur. J'avais vraiment super fort confiance en lui, mais d'un autre côté, je ne savais pas expliquer, ben, malgré le fait que j'avais confiance en lui, j'avais quand même quelque chose qui me titillait. Et ça, je me rappelle qu'on en a parlé et on a décidé au début de notre relation que quand quelque chose comme ça bah, enfin, me titillait, on allait se le dire en utilisant ce mot-là. Pas pour empêcher la personne en face de ne plus faire ce qu'elle voulait faire. Donc si Gauthier voulait aller boire un chocolat chaud avec une amie, je voulais vraiment qu'il continue à aller boire des chocolats chauds avec cette amie-là, mais en lui disant que, voilà, c'est quelque chose qui me titillait, que ça me faisait quelque chose, en fait. Et comme ça, Gauthier, il en était conscient. Moi, j'étais rassurée parce que je lui avais dit. Et en fait, ça permet de porter une attention différente aussi à l'autre personne. Hem, je disais pas ça en attendant d'être rassurée, parce que je pense que si on fait ça en attendant d'être rassuré, on sera jamais rassuré comme on le veut ou jamais assez. Mais c'était vraiment, ouais, comme ça, lui, il le savait et il pouvait peut-être avoir une attention, porter une attention différente à ça. Je sais pas comment toi tu le vivais de l'autre côté, mais. Mais moi, je m'en rendais pas compte. Je pense que c'est ça aussi qui a fait que on a mis un petit peu de temps à en discuter. C'est que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et Je me suis pas rendu compte de quoi. je me suis pas rendu compte que c'était un truc qui te marquait autant. Le fait que j'ai beaucoup d'amis filles et que j'aille boire des chocolats chauds avec ma meilleure amie ou des trucs comme ça. Ouais. Peut-être un petit peu de naïveté de ma part, je l'admets, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et puis je sais qu'en plus de ça, au début, ben, une de mes amies n'avait pas de logement, je me souviens. Et donc je lui proposais, et je le faisais déjà avant de rencontrer Julia, du coup, mais je lui proposais de dormir aux côtes, comme ça elle devait pas faire d'aller-retour pour aller en cours. Et il se passait jamais rien, il s'est jamais rien passé avec cet ami-là. C'était évident pour tous les deux. Mais ce qui est certain, c'est que bah, à un moment donné, il a fallu qu'on en parle. Et ben, j'ai accueilli ce que Julien me disait. Et je me suis pas, enfin, c'était pas forcément calculé, mais je suis assez étonné de ma réaction dans le sens où je me suis pas offusqué d'entendre qu'elle avait des craintes. J'ai pas du tout, et je pense que ça vient aussi de sa manière de le communiquer, mais je l'ai jamais ressenti comme un reproche de sa part, mais plus comme une petite alerte en mode hello, je suis là, ça me stresse, est-ce qu'on peut en parler, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ça? Parce que je suis pas bien. Et à partir de là, ben, du coup, on a discuté. Et en fait, je pense que c'est une des premières fois où on a fait ce travail de oh, ben tiens, ça pourrait être intéressant du coup de mettre chacun nos limites et d'avoir un petit peu chacun notre conception de ce que c'est les limites de notre couple, Ouais, c'est et vrai, je de pense que c'était la quel première fois. ouais, je pense que c'est une des premières fois. Et du coup, bah, de mettre ensemble aussi, le cadre, en fait, dans notre Mhm, relation et qu'est-ce qu'on considère comme une tromperie, qu'est-ce qu'on attend de l'autre en termes d'exclusivité, qu'est-ce qui est mhm, important pour nous. Heureusement, bah, je pense qu'on a vite tombé d'accord parce qu'on avait, la même manière de voir les choses, mais ça aurait pu ne pas être le cas et il aurait fallu qu'on s'accorde encore plus alors à ce moment-là. Et puis il y a aussi des fois où ben, quand on n'a pas du tout la même vision du couple, la même vision de l'exclusivité ou de quoi que ce soit d'autre, bah, il faut juste accepter, et c'est ok, bah, que du coup ça va peut-être pas fonctionner avec la personne, parce que vous avez des conceptions trop différentes et que c'est des choses tellement importantes pour vous que c'est pas possible pour vous de faire l'impasse sur ce genre de valeurs, sur ce genre de cadre-là. Il faut pas s'écraser non plus dans une relation et s'écraser à tout prix pour que la relation fonctionne, je pense. faut essayer de s'accorder. Il faut essayer de s'accorder et des fois, ben, il y a des choses qui s'accordent pas. Nous, dans notre cas, ça s'est bien passé, mais ça aurait pu très bien ne pas bien se passer et on serait pas là aujourd'hui à faire un podcast, quoi. Mais ouais, moi, je sais que la jalousie, bah, du coup, c'est venu beaucoup plus tard, l'expérience que j'ai eue pour la première fois de jalousie. Et je sais que, ben, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous vous en doutez,
Heu, C'était plus lié à un sentiment d'insécurité, de manque de confiance en moi que autre chose. Je sais que c'est une période où ça allait, moins bien avec Julia, où on était vraiment je crois que c'est, la situation de crise sans doute qu'on a Mhm. vécue dans notre couple, où, on n'était pas certain que ça allait continuer. On était tr très stressés, on savait qu'on s'aimait, mais on savait pas. Parfois Très l'amour fragile, ouais. très fragile. Parfois c'est pas parce qu'on aime une personne que ça peut forcément fonctionner. C'est malheureusement plus compliqué que ça. C'est un de mes apprentissages, moi. Ouais, clairement, moi aussi. Parce que, bah, encore une fois, avec ma vision encore très innocente de l'amour, je pensais que s'il y avait l'amour, il y avait d'office une solution. Mais malheureusement, des fois, non. Des fois, non. Heureusement, pour l'instant, ça se passe bien entre nous. Mais voilà, je touche du bois. Euh, mais, euh, mais oui, je sais que du coup, à ce moment-là, pour la première fois de ma vie, bah, j'ai dû appréhender la jalousie, mais dans l'autre sens, où c'était moi qui la ressentais et pas l'autre personne. Et c'est pas facile, ça n'a pas été facile du tout, c'est jamais facile pour n'importe qui de toute façon, mais voilà, j'étais très stressé et je savais pas du tout comment gérer ça. Et au début, bah, je l'ai très mal géré, forcément. C'est-à-dire que je le gardais pour moi, je le disais pas forcément. Et je pensais que je le gardais bien pour moi. Je pensais que je faisais bien mon job, et que j'évitais les problèmes en, n'en parlant pas à Julia. Sauf que je me suis rendu compte que souvent quand on veut garder quelque chose pour soi, peut-être qu'on le garde avec les mots, mais peut-être qu'on le fait ressentir à l'autre d'une autre manière. Et voilà, moi en tout cas ça a été mon cas. J'avais l'impression que je le gardais bien pour moi, mais je me rendais pas compte que ça faisait un moment qu'en fait j'étais désagréable, piquant, que je faisais des réflexions, parfois très ciblées, sans forcément le vouloir, mais il fallait que ça sorte en fait d'une manière ou d'une autre, et je me rends compte que ça sortait comme ça. Mais du coup, en fait, ben, je faisais subir mon inaction et mon manque de communication, d'une autre manière à Julien, en fait. Et à un moment donné, ben, il a bien fallu crever l'abcès, et il a fallu qu'on en parle, et ça n'a pas été facile. Mais c'est que à partir de ce moment-là que bah, j'ai pu déjà accepter, et cristalliser le fait que effectivement j'avais du mal, j'avais pas confiance en moi et j'avais peur qu'il y ait des gens mieux que moi, que Julia rencontre des gens mieux que moi, un mec plus beau, plus intelligent et surtout, comme on était en période de crise, j'avais surtout peur aussi qu'elle rencontre quelqu'un qui n'a pas mes défauts et qu'elle se dise: «Oh là là, ça fait quand même du bien d'avoir un mec qui est pas comme ça» ou un mec qui a pas ce problème-là ou un mec qui oublie pas de faire ça. Et je ne voyais plus que par mes défauts et je ne voyais plus que par toutes les qualités, enfin tous les mecs qui eux n'avaient pas mes défauts ou qui en avaient peut-être 36 000 autres, mais je les voyais pas ces 36 000 défauts. Je voyais que ce que les autres faisaient mieux que moi, ou faisaient que moi je faisais pas. Et c'était extrêmement difficile à gérer. Et là où je suis quand même assez content de moi, c'est que je suis jamais tombé dans le besoin de contrôler Julia, comme j'en parlais tout à l'heure. Et je pense que de toute façon, Julia était assez au clair avec elle-même que pour ne jamais accepter quelconque contrôle de ma part. Mais voilà, je suis jamais tombé dans ce besoin-là et j'ai jamais exprimé ce besoin-là. Je pense que j'avais déjà compris que c'est pas en contrôlant l'autre que j'allais me sentir mieux. J'allais juste être plus stressé en permanence et c'est tout. Et en fait, j'avais juste envie, mais profondément envie, de retrouver la sérénité que j'avais au début, puisqu'en fait, au début avec Julia, je n'ai jamais, jamais, jamais été stressé. J'ai toujours accepté et accueilli l'amour de Julia tout de suite et ça me faisait un bien fou en fait. Et quand Julia, elle sortait avec ses amis ou que même elle avait des réunions et des team building avec ses groupes de travail à l'ISEC, dans son association ou plein d'autres choses, je passais une journée sereine, je pouvais être tout seul dans ma chambre ou avec mes amis, je voulais juste savoir qu'elle allait bien et c'était tout. Et en fait, une fois que j'ai perdu ça et que j'ai commencé à être jaloux, à être stressé, à manquer de confiance en moi, bah en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était un trésor, cette sérénité-là et cette confiance que j'avais en Julia, c'était un des plus beaux trésors que j'avais et que j'avais perdu en fait momentanément. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis pas tombé dans le contrôle parce que j'avais goûté à ce trésor-là, mais je me suis rendu compte seulement quand je l'ai perdu que c'était un trésor, hein. C'est souvent comme ça.
Mais du coup, je savais à quel point ça avait de la valeur et du coup, je savais à quel point je voulais retrouver ça. Je voulais retrouver cette confiance et donc je suis jamais tombé dans ce piège du contrôle et de la répression et de garder Julia pour moi et d'installer de plus en plus de règles complètement absurdes les unes que les autres. Donc voilà, je sais pas trop ce que je peux dire de plus à part que ça a été de l'écoute, de la patience, beaucoup de discussions, beaucoup de pleurs aussi. C'est marrant parce que souvent on dit oui, reconnaître le problème, c'est la moitié, c'est faire la moitié du travail. Mm. Oui, et c'est très difficile, mais je peux vous assurer que l'autre moitié du travail après, en tout cas moi, ça a été très difficile Mm. pour moi Pour aussi, moi aussi. et ça prend du temps en fait. Et ça, je crois que c'est un truc que je mets pas assez encore de conscience, je mets pas encore assez de conscience dans ma vie sur le fait que tu peux avoir la méthode la plus optimisée que tu veux, tu peux avoir la meilleure communication que tu veux, tu peux avoir la meilleure personne en face de toi qui t'écoute, qui est de bonne volonté, en fait, dans l'équation, il faut rajouter du temps. Parce que c'est une illusion de croire que tout peut arriver tout de suite. On est dans un monde fast fashion, fast food, fast tout ce que tu veux, Amazon Prime, livraison de jour. On est dans la génération Amazon. Et ça marche peut-être bien dans le business ou dans la surconsommation, mais dans le relationnel et dans plein d'autres domaines, tu peux faire ce que tu veux, tu auras besoin de temps pour que ça fonctionne. Moi, je voulais revenir par rapport à quelque chose que Gauthier a abordé juste avant, qui n'a pas spécialement à voir avec la jalousie, mais en tout cas dont j'ai pris conscience justement dans ce moment-là, euh, et dont je prends encore conscience maintenant, mais je le fais moins qu'avant. C'est le fait justement de quand on est dans un moment de faiblesse, enfin de fragilité, pas de faiblesse, de fragilité dans le couple, faire ressentir justement à l'autre ou le dire même explicitement qu'il n'est pas assez. Parce qu'en fait, je pense que pour moi, si Gauthier a eu aussi ces insécurités-là et cette peur-là, c'est parce que je lui ai dit, c'est parce que je lui ai fait ressentir euh, que bah, il y avait ça qui était pas assez bien pour moi ou il y avait ça qui était pas assez bien pour moi. Et ça, c'est quelque chose en fait de ultra destructeur. Et je m'en suis pas du tout rendu compte sur le moment. Mais c'est par après, justement, quand j'ai vu l'impact que ça avait sur Gauthier et la manière en fait dont je le formulais, ça, c'était souvent des moments où justement j'avais un trop plein que j'exprimais pas spécialement. Et je l'exprimais d'un coup que moi j'aurais aimé que il soit comme ça. Et c'était pas j'aimerais que ça se passe comme ça ou que bon, on trouve une solution, c'est j'aurais aimé que tu sois différent. En fait, c'est ça ce que je faisais passer comme message. Et c'est quelque chose de très, très, très violent, en fait, et de super destructeur parce que ça, ça questionne, en fait, la personne en tant que telle, qu'est Gauthier. Et c'est en me mettant à sa place, en fait, que j'ai pris conscience de ça et que je me suis rendu compte que bah, c'était très dur ce que je faisais. Et, la solution, en fait, déjà que j'ai trouvé à ça, en prenant conscience de ça, déjà, c'était bah, de un que bah, je l'acceptais en fait, juste comme il était et que je l'aimais comme il était. Et de discuter en fait, tout simplement, de ces choses-là qui étaient plus difficiles à vivre pour moi, par exemple, une chose de notre quotidien. C'était juste exprimer pourquoi c'était difficile pour moi, quel était mon besoin en fait derrière tout ça. Et que du coup, bah, lui puisse en prendre conscience et qu'on puisse à nouveau s'accorder par rapport à ça, en fonction de comment lui il fonctionne, en fonction de comment moi je fonctionne. Mon besoin, c'est pas de changer Gauthier, c'était pas ça, c'était surtout d'être écouté et qu'ils comprennent mon besoin. Parce que si on attend d'une personne qu'elle change pour que notre relation aille mieux, notre relation n'ira jamais mieux. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui attendent ça quand elles sont en couple, c'est de pouvoir changer l'autre, que l'autre change et on se dit que ça ira mieux parce que l'autre va changer ou parce que s'il se passe ça, notre relation va changer. Que si on se marie, eh ben tout va aller bien. Que si on a un enfant d'office, notre Ouais, couple va se consolider. Alors que en général, ces moments-là, c'est justement tout l'inverse que ça fait. ouais. En général, quand on se marie, quand on emménage ensemble, quand on a un enfant, ça a tendance à fragiliser justement le couple parce que c'est des moments de changement, c'est des moments où on va être confronté à des grosses difficultés. euh, c'est tout l'inverse en Ouais. fait qui se passe. Et en fait, ça peut porter à confusion, et pourtant on n'a pas d'enfant, donc
On a aussi encore beaucoup d'humilité par rapport à ça, où on est au début de notre vie. Il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui sont bien plus âgées, qui ont une expérience de vie et de couple encore plus avancée, ou qui ont vécu plein de choses que nous, on n'a pas vécu. Donc évidemment, enfin, on est humble avec juste ce que nous, on Ouais, apporte bien comme sûr. réflexion. On vous fait on vous fait part en fait de toutes nos réflexions, nos découvertes, notre avancement en fait personnel, mais qui n'est que le nôtre. Ouais, on n'a pas Euh, 50 ans de couple, hein. voilà, on n'a pas 50 ans de couple, On on n'a n'a pas pas d'enfants, on d'enfants est et on pas n'est pas mariés. mariés. Voilà. Donc il y a aussi encore plein, je suis certain qu'il y a encore plein aussi de dimensions du couple qu'on n'a pas explorées, ou de dimensions de certains problèmes qu'on n'a pas encore expérimentés parce qu'on n'y est pas encore tout simplement. Mais voilà, malgré notre petite expérience et nos cours aussi, ce qu'on étudie, ce qu'on voit, parce qu'on est quand même, de par nos études, confrontés à énormément de situations familiales, situations de couple, situations de détresse dans l'humain. Bah voilà, en fait, ça peut porter à confusion parce qu'on va aussi beaucoup entendre l'inverse. On va aussi beaucoup entendre: «Ah mais nous, cette épreuve-là, ça nous a renforcés» ou «Le fait d'avoir un enfant, ça nous a rapprochés et on est devenus plus forts ensemble». Et en fait, oui, c'est le cas, mais c'est ce qu'on dit après. C'est ce qu'on dit, Quand ça a quand fonctionné déjà. ça a fonctionné. Si ça n'a pas Si ça a fonctionné, pas tu vas fonctionné, pas on entendre dit ça. pas ça. Voilà, c'est exactement, et donc faut juste garder à l'esprit que effectivement, souvent, se marier, emménager ensemble, déjà juste emménager ensemble, Mmh. c'est quelque chose. Emménager ensemble, se marier, avoir un enfant, qui est sans doute, un des défis ultimes aussi dans un couple. En fait, c'est un défi. Mais donc au début, ça va être difficile, ça va être encore plus devoir s'accorder, devoir communiquer. En fait, ça va vous demander encore plus de ressources et plus de cohésion et plus de travail qu'en temps normal. Donc si vous n'êtes pas capable de gérer avant un enfant, je pense personnellement que ça risque d'être un défi encore 10 fois plus grand de s'accorder avec un enfant. Non, c'est pas par rapport à ça, mais c'est parce qu'on sait faire le parallèle juste, par exemple, par rapport au fait d'habiter ensemble. Là, on n'habite pas 24 heures sur 24 ensemble, mais presque. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a fait en Australie. On a habité vraiment ensemble, on a vécu ensemble tout le temps. Notre point de repère, c'était l'autre, en fait. On n'avait pas notre famille, on n'avait pas nos amis. Donc c'était aussi justement un moment où on était conscient, avant même de partir, que, ok, ben, ça peut être un moment qui va un peu ben, qui peut basculer en fait par Ouais, rapport à notre couple et finalement ça s'est très bien passé, vraiment super bien et c'est justement le moment où on a le plus construit notre capital relationnel comme on le disait dans l'épisode de podcast précédent, mais on était conscient que ça pouvait aussi être l'inverse parce qu'on savait qu'on avait eu aussi justement des moments de fragilité dans notre couple et que ça pouvait à nouveau être un moment de fragilité. exactement. Et on en a été aussi capable parce que quand on s'est lancé dans ce défi, je reviens avec le défi, hein, mais avec voilà, ce challenge. Ben, ça se passait bien avant. On avait déjà un bon capital relationnel. Enfin, on était déjà solide. Mais je suis certain que si on s'était dit: «Oh, ça va pas trop, on est en situation de crise, viens, on essaye de faire ça», ça n'aurait jamais fonctionné. Et je pense que c'est exactement la même chose, parce que justement, ça nous a demandé tellement enfin, ça nous a donné tellement d'attention, on a dû donner plus d'efforts au début, on a dû discuter, on a dû se mettre d'accord, on a dû essayer un mois, réessayer un autre mois d'une autre manière, parce qu'on avait aussi la gestion de l'argent qui s'ajoutait à tout ça, qui est aussi très tabou. Moi, j'aime bien, par exemple, notre relation à l'argent, parce qu'on en parle tous les deux sans aucun problème, Ouais. ou même avec nos amis, etc. Et je suis certain que si un jour j'ai une activité sur Internet, j'aurais pas énormément de soucis à en parler non plus, en public. Mais bon, ça, on verra. Mais même l'argent, des fois, juste l'argent, des fois, c'est un sujet dans un couple, mais qui peut être tellement compliqué. Puis je pense que justement on partait avec la conscience aussi de et ça, je pense qu'on l'a de plus en plus, mais c'est vraiment la vie, c'est un cycle et la relation couple, c'est vraiment comme c'est comme des vagues, quoi. Enfin, c'est parfois on est en bas et on comprend pas trop ce qui se passe et on n'arrive pas trop à sortir la tête de l'eau, mais on apprend à relationner, on apprend à s'entraider en fait pour sortir la tête de l'eau et puis ça va aller très très bien. On a envie que ça reste tout le temps comme ça Et ça et reste jamais puis, comme ça. ça reste jamais comme ça et ce serait même pas chouette, en fait, si ça restait tout le temps comme ça parce qu'on n'en profiterait même pas et ce Ouais, serait même pas chouette. C'est comme le bonheur dans la vie, tu te rends pas spécialement compte sur le moment en général,
de ton bonheur et je pense que si tu étais heureux à 100% tout le temps, tu t'en rendrais même pas compte. C'est parce qu'il y a des moments où tu l'es moins, où tu ressens pas spécialement plus que ça une telle ou telle émotion, que tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a 2 jours, quand tu étais sur un canoë avec tes amis, en fait, c'était un vrai moment de bonheur. Exactement. Tu ne vois la lumière parce que il y a de l'ombre. Oui, la vie, elle est incroyable parce qu'il y a la mort. Exactement, exactement. Voilà. Là, on rentre dans un débat philosophique, mais on va arrêter, on va arrêter là, je pense. Mais non, je suis complètement d'accord avec toi. Enfin voilà, je trouve ça vraiment passionnant comme sujet, comme réflexion. Et c'est vrai que, voilà, je pense que dans un couple, comme tu l'as dit, c'est des cycles, c'est des hauts, c'est des bas. Il faut pas tomber dans le piège aussi de vouloir tout le temps tout contrôler. On revient avec le terme contrôler. Il faut pas toujours avoir envie de réfléchir en permanence sur soi, sur ce qu'on a fait, sur ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, sur le développement de soi, de la relation. Vous allez vous y perdre, vous allez péter un câble. Donc c'est bien tout ça, mais des fois il faut aussi se laisser un peu porter par le courant. Ayant un peu de nuance, encore une fois, je sais que je le dis 300 fois par épisode, mais voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien d'en parler, ça m'a fait du bien d'en parler avec vous. Et je pense que c'est vraiment tous des sujets, enfin tout ce qu'on a abordé aujourd'hui, ce sont pour la plupart des choses qui sont applicables en fait à la vie de tous les jours et aux relations que vous avez en fait avec vos amis, avec votre famille, et pas juste à la relation de couple. Et c'est justement ça qu'on explique en fait au travers de ces 3 épisodes de podcast, c'est comment notre couple nous fait évoluer et nous apprend tellement de choses par rapport à nous et par rapport à notre vie en fait de tous les jours quoi. Ouais. Voilà, je pense que c'est un beau mot de fin et de conclusion. Eh bien, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu, que ça vous aura intéressé et que vous allez pouvoir en retirer des outils peut-être pour votre vie à vous de tous les jours, pour vos relations avec votre partenaire ou avec vos amis. Alors n'oubliez pas aussi, ce que j'ai toujours dit, sauf au dernier épisode, j'ai oublié, mais partager, c'est donner un peu de bonheur à quelqu'un d'autre. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui pourraient en avoir besoin. Et n'hésitez pas non plus à noter le podcast pour que ça touche et que ça puisse aider, inspirer plus de monde. Puis ça me ferait super plaisir. Je vous souhaite une super belle fin de semaine et je vous fais plein de bisous. À bientôt!